Attendre juste que les juges de dressage nous rejoignent parce qu'ils ont officié aussi et on les remerciera tout à l'heure. Mais devant vous, je voudrais vraiment remercier Maxime d'être présent. Je ne vous fais pas l'historique parce que vous le connaissez mieux que moi. Mais Maxime, ça fait quelques années qu'il était rentré dans l'équipe de France universitaire, qu'il a participé en 2006 aux Mondiaux de La Rochelle et que lorsque on a su, s'il vous plaît, lorsque on a su qu'on organisait ici, même si on s'était perdu de vue un petit peu, je l'ai sollicité pour qu'il soit le parrain. D'abord pour vous montrer à vous, étudiants, qu'on peut avoir la double excellence des études et du sport de très haut niveau. Pour montrer à nos partenaires éventuels que le sport universitaire n'est pas galvaudé ni en termes de niveau, ni en termes de valeur, ni en termes de compétences. Et donc, un grand merci à Maxime qui nous aide, ne serait-ce que par sa présence, à vous accompagner d'abord dans son expérience, mais nous accompagner aussi pour toutes nos organisations à venir. J'ai trop parlé, on a pris trop de retard. Maxime Livio, merci. Moi je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là parce que pour moi, la courte expérience que j'ai eue dans le sport universitaire, je trouve que c'est une des facettes importantes de l'équitation parce que c'est quasiment le seul moyen d'avoir une équité parfaite entre les participants parce que dans tous les autres sports, on est vraiment tributaire de la qualité du cheval qu'on a. Moi j'ai la chance d'avoir des très bons chevaux aujourd'hui qui fait que j'ai des résultats à haut niveau. Demain je passe ces chevaux là, je fais plus de haut niveau. Donc, alors que le sport universitaire il permet vraiment d'avoir que tous les cavaliers aient la même chance. Donc ça c'est le premier truc qui me fait aimer cette partie-là de l'équitation. Et puis le deuxième truc que j'adore dans le sport universitaire, c'est que il n'y a pas tout l'aspect dont je vais un peu parler de préparation d'un cheval, c'est-à-dire qu'on a notre technique, le cheval il a sa personnalité, son expérience et tout, et puis on doit essayer de faire matcher les deux le plus vite possible. Et ça c'est un des paramètres en équitation qu'on oublie souvent, c'est que pour moi l'essence même de ce sport, c'est un sport de sensation, il faut essayer de se rendre compte de qui on a entre nos jambes, sa personnalité, son physique, son mental, son expérience, à quel point il est savant ou pas, et puis essayer de l'utiliser au mieux pour faire du sport. Et le sport universitaire, tel qu'il est imaginé aujourd'hui, ça réunit ces deux trucs-là, et je pense que c'est hyper important que ça perdure. Donc quand Frédéric m'a appelé, je me suis dit que c'était sympa de revenir un peu dans ce monde-là, et puis d'aider à ce qu'il avance. Donc après, moi, on m'a demandé de vous parler un petit peu de comment je gérais la préparation physique des chevaux, la santé, la récupération, comment on amenait un cheval de sa formation au haut niveau. C'est un sujet qui est assez vaste, donc je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler un peu de ce que moi j'ai mis en place chez moi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on échange. Donc pendant que je vous explique ça, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas ou vous voulez des précisions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis après, posez-moi directement les questions qui vous sont utiles. Comme ça sur la demi-heure qu'on a ensemble, on peut essayer de faire avancer des choses pour vous. Donc moi, j'ai une écurie à côté de Saumur où il y a une cinquantaine de chevaux au travail maintenant. Il y a une grosse équipe autour de moi, c'est ce qui me permet d'être tout le temps en concours, c'est ce qui me permet de partir facilement à droite à gauche et que les chevaux continuent à travailler. Donc je ne parle pas de l'équipe en interne, les chefs d'écurie, les cavaliers maison, les grooms et tout ça. Je vais parler de l'équipe qui est un peu périphérique. J'ai 3 vétérinaires qui interviennent chez moi. Il y a une vétérinaire qui est de proximité, qui fait tout le suivi, vaccin, vermifuge, nutrition et puis qui nous aide à faire les premiers examens. Après, j'ai un vétérinaire qui est Olivier Geffroy pour la locomotion et j'ai une vétérinaire pour toute la médecine interne, le cardiaque, le pulmonaire, le gastrique et le nutritionnel qui s'appelle Julie Dovillier.
À ça, je rajoute 2 maréchaux. Il y en a un qui fait 90%, 95% des chevaux de l'écurie, et puis il y a un autre maréchal qui est au Mans, qui s'appelle Corona, qui fait des ferrures plus spécifiques, voire un peu orthopédiques en fonction des problèmes des chevaux. Donc l'important, c'est que tous ces acteurs-là, ils communiquent ensemble. C'est pas chacun fait sa sauce dans son coin, parce que sinon ça marche pas. Chacun doit vraiment parler. Si le vétérinaire parle pas au cavalier, si le cavalier parle pas au maréchal, si le maréchal parle pas à la chef d'écurie qui elle planifie toutes les ferrures, tout ce melting pot de compétences ne fonctionne pas si les gens ne se parlent pas. Donc un de mes boulots principaux, c'est de faire un peu le chef d'orchestre entre toutes ces personnes-là. Ça veut dire que moi Merci. Moi, mon plus gros boulot au début de la saison, c'est de planifier le programme de concours pour tous mes chevaux, tous mes élèves. Et en fonction de ça, on voit qu'il y a des pics dans la saison où il y a des concours plus importants. Et chaque cheval va... le suivi vétérinaire, maréchalerie et préparation physique va découler du programme de chaque cheval. Et donc après, on fait intervenir les uns et les autres en fonction de la préparation de ces épreuves-là. Donc ça, c'est pour le schéma global de comment ça fonctionne aux écuries. Après, si on rentre un peu dans le détail, moi je pense qu'à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, les chevaux chez moi, ils n'ont aucune pression de résultat parce que moi, tous les chevaux qui rentrent à l'écurie, c'est des chevaux qui ont le potentiel de faire du haut niveau. Et le haut niveau, pour moi, ça va commencer à 8 ans, voire à 9 ans. Et ça va être de 8 à 15. Là, j'ai Picador qui a 15 ans, j'ai Opium qui a 16 ans, et qui font encore du très haut niveau et qui vont très bien. Et pour le moment, je n'ai pas du tout en tête de les arrêter. Donc on voit bien que si on prend le temps de former un cheval, former pour moi, c'est pas que techniquement, c'est aussi mentalement et physiquement. Un cheval complet particulièrement, mais dans toutes les disciplines, c'est vrai, ça doit se durcir. Ça veut dire qu'ils doivent apprendre à galoper dans des terrains différents. Des fois, c'est la boue, des fois, c'est un terrain un peu sec, des fois, c'est... Et puis, ils doivent apprendre à durcir leur physique petit à petit, puis durcir leur mental. Apprendre à accepter, apprendre à prendre du plaisir à sortir de la maison pour aller en concours. Et c'est vraiment en concours que les chevaux ils doivent apprendre à se donner à 100%. Il y a des chevaux qui démarrent leur carrière en concours et qui sont hyper timides, hyper inquiets. Et des fois, ça prend du temps de construire ce mental-là. C'est pour ça que moi, vraiment, tous les propriétaires qui arrivent avec un jeune cheval à la maison, je leur dis, moi, si votre cheval a le potentiel de faire du haut niveau, il faut qu'il soit prêt pour faire du haut niveau quand il aura la maturité et tout ça. Mais avant, c'est que de la formation. Alors, ça n'empêche que pendant cette période de formation, il y a des performances, mais ce n'est pas des performances qui sont provoquées, c'est des performances qui arrivent simplement parce que les chevaux sont doués et puis que le travail paye. Mais ce n'est pas des choses qu'on va à tout prix aller chercher. Si un cheval a besoin de temps pour... par exemple, j'ai un 7 ans là, qui, je pense, est très bien, que j'avais à Bertichère dans le 2 étoiles la semaine dernière. C'était son premier 2 étoiles. J'ai un dérobé sur le cross simplement parce que il y avait une haie de biais à la sortie du guet avec le public juste derrière. Et quand dans les phases de galop, il regardait partout, le public. Voilà. Il a appris, ce week-end, il a appris le terrain gras, le vallonnement, le public, la vitesse du 2 étoiles, la technique du 2 étoiles. Il a tout bien fait, sauf une fois où tout s'est un peu mis en même temps et j'ai pas réussi à lui faire assez bien comprendre la situation. Je lui ai remontré le public derrière, je suis revenu sauter ma haie, il a très bien fini. Alors c'est sûr que on est passé à côté d'une belle performance parce qu'il était, je sais plus, 7 ou 8e au provisoire. Mais pour moi, ce qu'il a appris ce week-end, ça vaut tous les classements possibles. Parce que si c'est un cheval que j'emmène au Lyon en fin de saison, au Lyon, il va revivre cette situation de foule, de public. Et je suis à peu près sûr qu'au Lyon, grâce à ce qu'il a appris ce week-end, il va pouvoir utiliser tout son talent et pas s'introvertir un petit peu et au contraire bien s'exprimer pour être performant.
Donc ça, c'est vraiment important. Pour moi, il y a une vraie phase de formation et ensuite, il y a une phase d'exploitation pour aller faire du haut niveau et des performances. Dans cette phase de formation, pour moi, les chevaux, on doit les suivre de près, mais on ne doit pas les aider. Ça veut dire qu'ils doivent avoir des bonnes chaussures, des bons fers adaptés à leur morphologie, à leurs aplombs. Mais après, il peut y avoir un suivi ostéo avec la croissance. Mais par contre, pour moi, il ne faut pas plus d'aide que ça. Parce que si à 6 ans, on est obligé de faire X ou Y soins pour que le cheval assume ses saisons de jeunes chevaux, ça veut dire que de toute façon, pour faire du haut niveau, il n'aura pas un bagage de santé suffisant pour assumer tout ce qui va lui arriver derrière. Donc moi, le suivi, hormis une bonne ferrure et un suivi ostéo, pendant la période de formation de 4 à 7, il ne doit pas y avoir plus de soins. Et après, on arrive dans la deuxième phase, où là, on va commencer à pousser, entre guillemets, un peu la machine. Ça veut dire qu'on va commencer à mettre les chevaux un peu plus dans le rouge. Et là, quand on commence à les mettre dans le rouge, il faut prendre plus d'informations et il faut essayer d'être plus performant. Ce qu'on fait en médecine humaine, c'est très très avancé aujourd'hui. Alors que dans l'équitation, on est resté un peu à un truc assez standard. Et je pense qu'il faut vivre avec son temps et il faut savoir amener toutes ces technologies-là à l'équitation. Donc ça veut dire, par exemple, moi je galope tous mes chevaux avec un cardio. Ça me permet d'avoir un vrai suivi avec la vétérinaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc à chaque fois que j'ai mon cardio, je choisis le nom du cheval, comme ça enregistre avec un GPS qui me met la distance que j'ai fait, la vitesse et tout ça. Moi je fais le galop que j'ai besoin pour le cheval. Je prends les infos du cardio, mais je ne vais pas faire évoluer le galop en fonction de ce que je vois sur le cardio. Par contre, quand je rebranche la montre le soir, à la distance, elle peut suivre tous les galops du cheval dans l'année et puis me dire, bah, tiens, tu vois là, ça fait 3 galops que tu as la même vitesse, le même effort, et le rythme cardiaque descend, ça veut dire que ton cheval il commence à se préparer, ça veut dire que... Bon, voilà. Et du coup, elle m'aide à peaufiner le réglage de mes chevaux pour aller au haut niveau. Et ça, c'est lié avec un très bon suivi respiratoire aussi, parce que c'est hyper important. Je ne le faisais pas il y a encore 4-5 ans, et puis depuis que je le fais, j'ai vu des progrès vraiment très importants sur mes chevaux. L'écurie que j'ai à la maison, elle est très haute de plafond, il y a beaucoup d'air, ils ont tous des fenêtres. Moi, je pensais vraiment que dans les conditions que j'avais là, j'avais aucun risque d'avoir des chevaux qui pouvaient avoir des voies respiratoires abîmées ou sales. Et les premiers prélèvements qu'on a fait, j'ai été très surpris sur certains chevaux. Et en fait, il suffit d'une botte de foin qui a un bon aspect, mais qui est un tout petit peu plus poussiéreuse, ou un peu plus ci, ou un peu plus ça, pour tout de suite avoir des vraies conséquences. Pareil, quand on va faire des gros transports, il y a 15 jours, j'étais en Pologne, on a fait deux fois 10 heures de camion. Les chevaux, ce qui leur nettoie les voies respiratoires, c'est de baisser la tête. C'est ça qui leur permet de cracher tout ce qui a à cracher. Ça veut dire qu'ils vont manger et puis ils font le tri et puis ils recrachent tout ce qui n'est pas bien. Mais quand ils sont dans un camion, ils ne peuvent pas baisser la tête. Et bah du coup, toutes ces petites poussières et tout ça, ça s'accumule. Donc avec ce suivi-là, par un protocole de nébulisation, on arrive à vraiment garder des chevaux avec des voies respiratoires super clean et on... Je ne vais pas dire qu'on double, mais on double presque leur capacité d'assumer l'effort parce que mieux ils s'oxygènent, plus ils vont vite longtemps et puis moins on a de problèmes physiques parce que les tendinites c'est lié à des muscles qui se crispent et les muscles qui se crispent parce qu'ils sont moins bien oxygénés et donc tout est lié. Et donc après je pense que pour le concours complet, c'est la troisième partie de ce que je vais vous raconter. Pour le concours complet, ce qui est très difficile pour moi, c'est qu'on doit préparer les chevaux dans les 3 disciplines, mais c'est 3 préparations qui s'opposent. En gros, quand on va préparer un cheval au dressage, on va lui demander d'avoir le maximum d'équilibre sur l'arrière-main, d'avoir de la souplesse, de l'amplitude, de la concentration,
Et puis une technique très juste, donc potentiellement se mettre dans des postures qui ne sont pas forcément très faciles pour des chevaux de complet, qui sont plus faciles pour des chevaux de dressage pur parce qu'ils sont nés et leur conformation elle est faite pour aller vers le rassemblé, alors que nos chevaux de complet, on les achète pour l'épreuve de cross, et du coup on achète des chevaux qui se rapprochent du cheval de course, donc plutôt des équilibres vers l'avant, avec des chevaux qui sont faits pour avoir un équilibre qui va vers l'avant et pas un équilibre qui va vers le haut. Or, le rassemblé, c'est une allure qui va vers le haut. Donc déjà, nous, on achète un cheval qui va vers l'avant pour lui faire du dressage qui doit aller vers le haut. Donc c'est vrai que cette discipline de dressage, elle est très spécifique. On a un entraîneur de dressage à plein temps à la maison qui me suit moi, qui suit mes chevaux quand je ne suis pas là avec mes cavaliers, et puis qui suit tous mes élèves. Et lui vient du dressage pur. C'est une expression parce que pour moi c'est le même dressage, mais en complet il faut juste avoir une part d'adaptabilité au cheval. Ça veut dire qu'on a des chevaux qui ne sont pas très adaptés à ce sport-là, et il faut réussir à quand même répondre aux critères du dressage pour avoir des mouvements assez justes et avoir un effet d'ensemble, une impression qu'on donne aux juges de facilité, de fluidité, alors qu'il y a vraiment des mouvements qui leur sont difficiles. Ensuite, l'épreuve de cross, donc je disais, c'est une épreuve où on doit aller vite avec des chevaux qui aujourd'hui doivent être très bien dressés. Avant, on pouvait avoir des chevaux qui étaient simplement courageux et endurants, ça suffisait. Maintenant, il faut des chevaux qui sont très bien dressés, ça veut dire qu'ils doivent changer de pied même à la 9e minute de cross quand on leur demande. À 50 cm près dans une combinaison, on peut être à côté ou en dehors du directionnel. Donc on est arrivé à un niveau de technique sur le cross qui est très important, et il faut vraiment des chevaux dressés. Ça veut dire qu'on veut des chevaux qui sont très sanguins. Sanguin, c'est pas énervé ou énergique, hein, c'est vraiment de l'influx qu'ils ont dans leur pédigré, mais aussi très intelligent et assez froid pour être toujours concentré sur l'obstacle et sur le cavalier. Et après, il y a le saut d'obstacle où la veille, on a appris aux chevaux à se jeter au feu, à toucher des haies, à toucher voire des troncs, parce qu'il y a des fois des obstacles qui sont tellement gros qu'il faut qu'ils apprennent pour s'économiser à les tutoyer. Mais le lendemain, on saute pas très gros, nous on saute 1m30, mais par contre les parcours ils sont aussi fragiles qu'en concours épique, et là il ne faut plus qu'ils touchent une barre. Le chrono est souvent très serré alors qu'on a déjà des chevaux qu'on a mis à plat sur le cross. Donc c'est une discipline qui est très difficile pour moi. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, c'est plus facile de sauter 1m40 ou 45 avec un cheval de concours épique que d'aller sauter 1m30 avec un cheval de complet. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques cavaliers de concours épique qui ont essayé de se mettre au complet, et l'épreuve où ils galéraient le plus, c'était le concours épique, parce que au final, on se rend compte que l'épreuve de cross, elle dégrade vraiment l'équilibre des chevaux, et du coup... Par exemple, quand vous faites un championnat de concours épique, celui qui gagne la chasse, qui a été le plus vite le premier jour, c'est pas souvent celui qui est sur le podium à la fin, simplement parce que avec la chasse, il a ouvert son cheval, et que pour le récupérer pour les 4 parcours qui restent, souvent c'est difficile. Nous, on fait une chasse de 10 minutes dans la boue, donc c'est pas facile de sauter 1m30 le lendemain. Tout ça pour dire que pour moi, la clé de la préparation d'une épreuve de haut niveau, c'est vraiment connaître les points forts et les points faibles de son cheval, et essayer de faire un protocole de travail hebdomadaire et mensuel qui va nous permettre de préparer au mieux pour arriver quasiment à 100% de préparation sur les 3 tests. Par exemple, un cheval comme Calao, il saute très bien, c'est un cheval qui est très respectueux. Dans le mois précédent à 4 étoiles, je vais quasiment pas le sauter. Je vais sauter 2 fois pour travailler les combinaisons parce que c'est son seul défaut. Mais il va essentiellement faire du dressage et de la préparation physique. Et entre ces séances importantes, qui vont être 3 ou 4 par semaine, le reste du temps, ça va être de la récupération du mental, la récupération du mental. Et pour les faire récupérer, il y a énormément de choses à faire. Moi, ils vont beaucoup au paddock parce que je pense que mentalement, physiquement, c'est vraiment quelque chose qui leur apporte beaucoup. Ils marchent, ils s'aèrent l'esprit, ils s'aèrent la tête, ils broutent, donc ça leur étire un peu le dos, et ça évite de rester statique dans un box. Donc vraiment, le paddock, c'est un des éléments les plus importants. Ensuite, il y a l'utilisation du froid. La glace pour les pieds et les jambes, c'est vraiment un élément
primordial. Ça aide le cheval à récupérer, ça l'aide à enlever des petites douleurs qui ne sont pas perceptibles parce que ce n'est pas des douleurs assez importantes pour que le cheval nous le dise. Parce que quand il boite, c'est trop tard. Hein. Souvent, la douleur elle est déjà trop importante pour être gérée. Donc, il faut essayer d'anticiper ça. Et après, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, mon ostéo qui vient, qui fait aussi beaucoup de physiothérapie avec des enveloppements, avec de l'algue et de l'algue ou de la terre, pardon. Et tout ça, ça fait que dans les pics de préparation, il y a des moments où on va mettre un peu le physique dans le rouge pour le préparer à l'épreuve qui est 15 jours plus tard. Mais il ne faut pas qu'il reste dans le rouge les 15 jours de préparation. Il faut qu'il aille dans le rouge. Ok, c'est bien. Maintenant, il faut qu'il récupère, qu'on revienne dans le vert. Hop, on remet un petit peu dans le rouge, on remet dans le vert. Et puis comme ça, le cheval apprend à se monter en puissance. Parce que forcément que le jour du cross, c'est comme un marathonien. Quand il va faire ses 45 km, j'avais discuté avec un marathonien de haut niveau qui me disait de toute façon au 30e kilomètre, on a tous mal aux jambes. Les 15 derniers kilomètres, on les fait au mental, mais le physique est dans le rouge. Donc pour les chevaux, c'est pareil. Donc il faut apprendre à aller dans le rouge, mais il ne faut pas y rester, parce que plus on y reste longtemps, plus on prend le risque de blesser l'athlète. Donc il faut savoir y aller, y redescendre, savoir y aller, y redescendre. Et une fois qu'on a fait le concours, ça dépend vraiment des chevaux. Il y a des chevaux qui récupèrent complètement différemment. Un cheval comme Kalao, moi je le mets au vert complètement. Il fait du marcheur, du paddock. Il peut faire 2 longes par semaine pendant 1 mois, mais après un 4 étoiles, il va faire 1 mois marcheur, paddock, sans cavalier. Et lui, je sais que ça lui fait un bien fou. Il se refleurit complètement. Et puis après, j'ai 1 mois de remise en route. Pas de préparation, 1 mois de remise en route, puis après 1 mois de préparation, et après je peux retourner en compétition. Ça, je vous parle pour vraiment les très grosses épreuves, hein, les 4 étoiles. Et il y a d'autres chevaux, au contraire, qui ont besoin d'une décélération beaucoup plus progressive. Ça veut dire que le lendemain du concours, on va les monter, on va faire une semaine de stretching, et puis petit à petit, on va, grâce à l'équitation et aux séances, leur enlever toutes les petites tensions musculaires et tout ça. Donc ça dépend. Il y a des chevaux qu'on peut se permettre de lâcher complètement. Il y a des chevaux, au contraire, il faut les garder en boulot parce que c'est comme ça qu'ils récupèrent le mieux. Donc vous voyez bien qu'une fois qu'on est dans la période d'exploitation et de haut niveau, il faut utiliser tous les acteurs qui sont autour des chevaux, tous ceux que j'ai cités, essayer d'orchestrer leur intervention en fonction du cheval. Après, ça doit vraiment être un programme à la carte. On ne peut pas dire il faut faire comme ça. À aucun moment, moi, je pourrais me permettre de dire bah voilà, c'est tac, 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 tac. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. En tout cas, j'essaie de me dire voilà, ce cheval-là, ses points forts, c'est ça, ses points faibles, c'est ça. Comment on gomme les points faibles, comment on améliore les points, comment on continue d'améliorer les points forts, comment il récupère au mieux. Et puis des fois, on fait des erreurs et puis au fur et à mesure, on ajuste. Et à un moment donné, on arrive à un niveau où les chevaux, on connaît leur protocole de préparation, leur protocole de compétition et de récupération. Et après, on essaie juste de le répéter. Et c'est ça qui fait qu'on répète les performances et que les chevaux vieillissent. Et qu'aujourd'hui, j'ai voilà, mon piquet de mes 4 chevaux de tête. J'ai Tina qui a 13 ans, 12 ans. 12 ans, 13 ans, je ne sais plus. Picador, il a 15 ans, Kalao, il a 14 ans, Piam, il a 16 ans, et ils font du haut niveau, comme des poulains. Donc ça, je pense que c'est vraiment lié à la première période dont je vous ai parlé, où pour moi, vraiment, il faut prendre le temps de durcir un cheval mentalement et physiquement avant de vouloir l'exploiter pour faire de la performance. Souvent, quand on brûle ces étapes-là, on a des séquelles physiques ou mentales plus tard qui font que de toute façon le haut niveau se fera pas ou se fera en dents de scie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur comment ça fonctionne et comment je fais attention à la santé de mes chevaux. Est-ce que vous avez des questions particulières sur des points que j'ai dit ou sur des choses des problèmes que vous rencontrez Comment vous jugez la récupération qui est bénéfique pour votre cheval après les épreuves? Quelle récupération est la meilleure pour votre cheval? Comment vous avez jugé ce protocole-là? Alors on y va forcément un peu à tâtons, mais dans la période de formation, c'est là qu'on essaie de les connaître les chevaux. C'est là que
par exemple, quand ils font des épreuves jeunes chevaux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de récupération. Une semaine de récupération, ça suffit. Pendant cette semaine-là, ils vont avoir toujours un jour de paddock, après un jour de longe, et puis après on va remonter dessus. Si le troisième jour on monte dessus, on sent les chevaux complètement normaux, bon, c'est que ça leur va bien. Si on sent le cheval qui est un peu raide, on va se dire tiens, la prochaine fois on va lui mettre 2 jours de paddock, 2 jours de longe, et puis on verra. Et puis là, s'il est bien, ok, celui-là il a besoin de plus de temps sans cavalier. Au contraire, si après le concours d'après on fait 2 jours, et puis qu'il est encore plus raide, non, en fait celui-là on va essayer de monter dessus le lendemain pour le dérédier remonter. Et puis c'est pendant la période de formation où on peut faire ces réglages-là parce que c'est pas des épreuves qui sont trop sollicitantes encore. Et c'est pareil dans la préparation, on va faire des trucs. Tiens, je vais essayer de le sauter 3 jours avant, je vais essayer de le sauter la veille, je vais essayer de... Et puis il y a des fois où ça marche mieux. Et c'est là où c'est important de bien prendre conscience de ce qu'on change dans la préparation pour savoir, tiens, là ça a été mieux ce concours, qu'est-ce qu'on a changé. Et donc moi je sais que tous les jours aux écuries j'ai la liste des chevaux et puis je fais le programme des chevaux, marcheur, paddock, tel cavalier fait tel truc avec ce cheval, moi je vais le sauter, lui il va faire du dressage avec l'entraîneur, lui. Et du coup quand on voit qu'il y a une différence flagrante en concours ou en récupération, tiens, qu'est-ce qu'on a changé, on peut reprendre le truc et puis après s'il y a un truc qui marche, c'est là qu'il faut commencer à le répéter pour que les chevaux s'installent. Mais voilà, mis à part le plus de... ça c'est dans le protocole de sortie, mais après dans les soins particuliers, ce qui est sûr, c'est ce qui marche beaucoup, c'est beaucoup de pas, beaucoup de glace, même pour les chevaux de concours épique, je pense que c'est très important de glacer les jambes, de glacer les pieds. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, mais c'est les bottes de froid. Moi, ça fait 3 ans ou 4 ans maintenant qu'on a acheté ça. Avant, j'utilisais simplement des bandes de froid. Maintenant, j'ai des bottes de froid. C'est vraiment, on glisse la jambe dans la botte, on met de l'eau, on met des glaçons, et puis il y a un système avec un petit moteur pour faire des remous dans les bottes. Ça, c'est un outil incroyable. Moi, je l'utilise à la maison. Pas tous les jours, enfin si, quasiment tous les jours, mais pas pour les mêmes chevaux, mais tous les jours en concours, à l'arrivée du cross, quand on court sur un terrain qui est un peu ferme, quand les chevaux de Mathilde qui sautent les gros grands prix, après les gros grands prix, ils ont 2 fois 20 minutes les bottes de froid, et ça, le lendemain on repart avec des chevaux qui ont des tissus comme au début du concours, même s'ils ont sauté 2 jours d'affilée. Voilà. Quand le cheval est en formation, je vais le monter un peu comme je monterai à la maison. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, sur une reprise de dressage, j'estime que le cheval doit apprendre à être plus devant lui, et je vais le monter au-dessus de sa cadence, quitte à être sanctionné par les juges, qui vont me mettre 6 trop vite, 6 trop vite, 6 trop vite, 6 trop vite. Et moi, je sais qu'il faut qu'il fasse 3-4 reprises un peu au trop moyen pour apprendre à se livrer sur le truc. Et puis un jour, il va rentrer en piste et c'est lui qui va m'emmener tout seul. Et là, je vais le ralentir. Et là, j'aurai encore une meilleure cadence que si je l'avais ralenti au début. Parce que si on ralentit des chevaux qui ne se poussent pas trop, au final, on doit les assister tout le temps. Et puis après, quand je vais aller sur des mouvements plus techniques ou qui vont nécessiter plus de rebond, plus de rassemblés, je vais devoir mettre des éperons comme ça, un stick, et puis après je vais dire il me passe derrière, il me passe derrière. Donc par exemple ça va être ça. Au concours hippique, un jeune cheval, je vais essayer de lui mettre à la maison, je vais essayer de trouver l'abord qui le fait le mieux sauter. Il y a certains chevaux, c'est croissant dans le pied lâché, il y a certains chevaux, c'est du galop dans la courbe et de l'équilibre et du contact à la fin. Ça, je vais faire ce réglage à la maison. Une fois que j'ai trouvé l'abord qui lui fait répéter les bons sauts, à la piste, je vais essayer de répéter ça, sans plus d'aide. Ça veut dire que moi, je lui mets les meilleures conditions d'abord possibles, et après, c'est à lui de faire le travail. Si un coup, il se rate et qu'il fait une faute, c'est pas grave, il apprend. Alors que
donc tu vois là ça fait 2 disciplines dont je te parle où potentiellement je vais pas être compétitif parce que je vais aller trop vite au dressage, je vais faire 4 points au CSO. Sur le cross, s'il y en a un qui a besoin, comme mon 7 ans à Bertichère la semaine dernière, j'avais prévu de prendre quasiment 1 minute, le maxi était impossible et les chevaux rapides prenaient déjà 30 secondes. Moi j'avais dit, moi je vais le courir à la vitesse qu'il veut. S'il a envie d'aller vite, il va aller vite, mais si à un moment donné il cale, il va caler, et puis je vais le laisser récupérer, et puis on va finir. Je voulais simplement déjà qu'il solutionne tous les problèmes du parcours, qu'il apprenne l'environnement, mais je pouvais pas lui demander en plus de tout ça d'être vite, c'était trop tôt. Donc sur les 3 tests, en fonction des chevaux, je vais les monter pour qu'ils apprennent ce qu'ils ont à apprendre ce jour-là, mais pas forcément les monter pour la performance. Alors que quand on va passer en mode exploitation, au dressage, même s'il est derrière moi, le cheval, je ne vais pas le bourriquer à tout prix pour le mettre devant. Je vais essayer de le remettre devant moi, mais sans dépasser la cadence qui plaît au juge. Au CSO, si à un moment donné je ne suis pas dans la bord qui le fait bien sauter, ou si je sens qu'il est un peu sur les épaules, je vais l'aider avec un peu plus de tension pour éviter la faute. Mais ça arrive après un apprentissage qui est assez complet et tout ça, et en fait on se rend compte que plus on passe de temps dans la période de formation, moins on a besoin de les aider pendant la période d'exploitation, parce qu'au final les chevaux ils prennent vachement leur part de responsabilité dans la performance. Donc voilà, en gros, pendant la période de formation, je vais essayer de les monter là où ils en sont dans leur progression, et en fonction de ce que j'ai envie qu'ils apprennent, et pas en fonction de la compétition. Alors que quand j'arrive dans la période où les chevaux doivent être prêts à être performants, là c'est un peu l'inverse. C'est mon équitation, elle va essayer de les mettre juste dans les conditions qu'il faut pour être le plus performant possible. Ça veut dire le bon rythme, la bonne technique sur le dressage, la bonne attitude. Par exemple au dressage, il y a des chevaux qui ont besoin pendant un temps d'être un peu plus ouverts dans l'angle tête-encolure, ou alors d'être un peu plus horizontal pour bien fonctionner. Mais arrivé à un moment donné, quand on fait les reprises de 3 étoiles, si on reste ouvert ou si on reste horizontal, on ne prendra pas de points, donc on ne peut pas être compétitif. Voilà. Et un 7 ans, il fait combien d'épreuves par an? Un 7 ans, alors c'est vraiment une année un peu charnière, parce que c'est vraiment, pour moi, 7-8 ans, c'est vraiment l'année où il passe de vraiment formation à petit à petit sport et performance. Et un 7 ans, au début de l'année, il va faire la Pro 4, la Pro 3, donc c'est vraiment des petites épreuves. Et à la fin de l'année, il peut être au Lion. Le Lion, c'est un CCI 2 étoiles avec 10 minutes de cross. Donc on voit bien que entre la première épreuve et la dernière, il y a vraiment toute une progression à voir. Donc c'est vraiment une année qui est importante. Je dirais qu'au début de l'année, ils vont faire une épreuve toutes les 3 semaines, quasiment. Pro 4, Pro 3, une étoile. Et arriver à peu près à cette période de l'année, au mois de juin, quand ils vont passer en 2 étoiles, là ça va commencer à s'espacer, ça va être plus toutes les 5 semaines. Et puis moi je sais que là par exemple Billy, mon 7 ans, j'avais prévu de le monter un peu en puissance jusqu'au mois de juin, là il a fait un 2 étoiles à Bertichère doucement, et je le ramène fin juin en Pologne faire un autre 2 étoiles. Que celui-là, je vais essayer de le courir un peu plus vite pour qu'il apprenne la vitesse. Là, il a appris la technique, il a appris l'ambiance, il a appris le dénivelé, il a appris tout ça. Là, la prochaine fois, le terrain est plus plat, donc je vais essayer de lui faire apprendre la vitesse des championnats du monde. C'est mes 2 chances de 2 étoiles pour qu'il se qualifie, parce que pour aller au championnat du monde, il faut se qualifier. Si j'y arrive à Strasbourg, derrière, le mois de juillet, il ne va pas sortir du tout. Le mois de juin, il va refaire une petite épreuve pour se rendre compte que c'est pas tout le temps difficile. Le mois d'août, pardon. Le juillet, il va rien faire. Au mois d'août, il va faire une petite épreuve. Au mois de septembre, il va en faire une intermédiaire. Et il va revenir au niveau 2 étoiles au championnat du monde. Mais en gros, ça va lui permettre d'avoir une première montée en puissance, découvrir le niveau, puis après digérer physiquement, mentalement, repartir sur « Ah ouais, en fait, ça va, c'est pas tout le temps difficile, c'est facile », et gonfler le moral et tac, repartir au lieu. Donc ça veut dire qu'en gros, là, ce 7 ans-là, s'il suit ce programme-là, il va avoir fait 5 épreuves au mois de juin, puis 3 en fin d'année, il va faire 8 épreuves. Et entre-temps, il aura fait
3-4 parcours de concours épiques. Ça pareil, tu fais du CSO pur. Ça dépend des chevaux. Ah oui. Voilà. Si ceux qui ont besoin, c'est possible. Il y en a d'autres que je vais envoyer en dressage. Et quand vous les amenez en Pologne, si ce n'est pas indiscret, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Le transport, c'est loin? Ouais, c'est loin. Ouais, Vous faites ça en une semaine, en 3 jours? Non, on fait une étape. Une étape? On fait, moi j'habite à côté de Saumur. Oui. On fait Saumur-Strasbourg, qui est à 9 heures de camion. Il reste, en fonction du timing qu'on a, il reste entre une demi-journée, une journée ou une nuit. Et après, on refait 10 heures jusqu'en Pologne. Et on va devoir couper les questions parce qu'il faut qu'on, si on ne veut pas terminer trop tard, qu'on enchaîne. Juste, je voulais juste qu'ils vous disent un mot, parce que ça peut peut-être en intéresser, on ne sait jamais, certains d'entre vous. Il a développé ce qui est aussi un peu unique par rapport à son statut sportif de niveau, un sport-études qui marche très bien chez lui et un système de masterclass où il accueille des étudiants qui sont pour certains en école de commerce ou à la faculté, etc. et qui ont les chevaux chez lui, qui travaillent au quotidien chez lui et qui sont ses élèves. Alors je pense qu'à un niveau sportif minimum, c'est des gens qui tournent en 1 ou 2 étoiles en concours complet et en jumping. Nous en dire un mot. Je me dis que peut-être il y en a certains que ça peut faire rêver ou envisager dans les années à venir s'ils ont un cheval qui va bien. Alors c'est vrai que moi j'adore enseigner, c'est vraiment une partie de mon métier que j'adore, mais j'aime bien le faire dans des bonnes conditions. Vous voyez tout ce qu'on vient d'essayer de mettre en place pour faire du sport. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient une fois tous les 6 mois et puis qui va voir quelqu'un d'autre et puis qui change d'écurie et puis qui change d'entraînement, moi je ne peux pas lui garantir des résultats parce que je ne maîtrise pas grand chose de tout ce qui se passe. Alors que vous avez vu dans toute la discussion qu'on a eue, c'est essayer vraiment d'individualiser, de maîtriser tous les facteurs de la préparation. Et du coup, j'ai imaginé vraiment essayer de faire quelque chose à la maison qui permettait de mettre des élèves, d'adapter le système qui marche pour moi à des élèves qui voulaient aller vers le haut niveau. Donc j'ai 2 écuries à la maison qui sont très proches, il y a 500 mètres entre les 2 écuries. Il y a une écurie pour les chevaux de concours et de commerce, puis il y a une écurie pour les élèves où il y a une quinzaine de box, il y a 6 gîtes qui sont vraiment des super studios et tous les élèves habitent sur place. Ils ont entre 1 et 3 chevaux chacun. Et en gros, il reste, j'allais dire, de 2 à 4 ans à peu près à la maison. Donc certains, c'est sur la partie lycée, première, terminale pour faire les juniors, et d'autres, c'est plus sur les années jeunes caves. Et là, cette année, ça s'internationalise de plus en plus parce que je m'occupe de l'équipe de Thaïlande, donc j'ai 4 cavaliers thaïlandais, j'ai une polonaise, un anglais, une italienne et 2 français. Donc ce qui est assez bien, c'est que chacun a un projet à plus ou moins long terme et qu'on essaie de les installer dans ce rythme-là. Après, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une place ou 2 qui se libèrent et on a pas mal de demandes. On ne fait pas forcément le tri en fonction que du niveau, mais surtout en fonction du projet. Parce que je pense que c'est important de... Moi j'ai eu la chance d'avoir été toujours très bien accompagné par les entraîneurs que j'ai pu croiser et tout, et c'est important de donner sa chance à tout le monde, donc ça dépend pas que du niveau. Il y a un niveau minimum effectivement, parce que sinon on peut pas bien vous suivre en concours parce qu'on est tout le temps parti sur des internationaux, donc c'est à peu près le niveau 1 étoile. Mais par contre, c'est vraiment le projet du couple ou du cavalier qui fait qu'on va en prendre un plus qu'un autre. Donc voilà, il n'y a pas toutes les années des places disponibles, mais c'est un truc qui nous plaît bien. Super. Avant de pouvoir enchaîner pour ne pas retenir Maxime de trop, pour qu'on continue dans notre timing à générer le 2e tour de saut d'obstacle, puis la coupe et l'accueil par la municipalité de Dinard, je voudrais, en votre nom à tous, au nom du sport universitaire, mais aussi au nom de tous les étudiants, remercier Maxime avec quelque chose d'extrêmement modeste, mais surtout le remercier
l'ouverture qu'il a eu vers vous, qu'il a vers nous, et puis cet espoir qu'il donne d'une certaine manière en vous disant que quand on a un tout petit peu de volonté et qu'on continue à travailler, tout est possible et que toutes les structures sont possibles dès lors qu'on y met beaucoup d'envie. Un grand merci pour tout ça, Maxime, et puis un grand merci pour ton talent. Voilà. C'est juste pour avoir le sentiment un jour de ressembler à Maxime Lilliot. Merci beaucoup en tout cas. Merci.